tous, bienvenue à toi champion, à cette formation d'initiation à la crypto-monnaie dont les points reposent sur 5 axes, à savoir les fondements de la crypto-monnaie, comprendre le fonctionnement de la bourse des crypto-monnaies, la stratégie gagnante dans la crypto-monnaie, la création et la sécurité des portefeuilles crypto, l'achat-vente des crypto-monnaies. Alors voilà les éléments qui vont être abordés durant cette formation. Et durant cette formation également, je t'inviterai à prendre vraiment des notes, être ce style de personne qui prend des notes véritablement, parce que c'est une formation qui sera très, très intéressante et lourde, qui va te permettre véritablement de te plonger dans l'univers de la crypto-monnaie. Avant d'entamer cette formation proprement dite, je voudrais ensemble que nous puissions parcourir cette pensée de ce très grand homme que nous connaissons tous, un très grand homme d'affaires et un investisseur, Warren Buffett, qui nous dit que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Donc, c'est la raison pour laquelle je te félicite encore une fois de plus d'avoir pris sur toi la résolution de t'éduquer par rapport à cette révolution financière que connaît le monde depuis 2008. Alors, quels sont les fondements de la crypto-monnaie? Avant de se lancer justement dans un secteur d'activité, comme Warren Buffett nous le dit d'ailleurs, il faut accepter d'investir en soi, il faut se former, il faut s'éduquer, il faut chercher à comprendre comment fonctionne ce domaine d'activité. Alors, avant de te lancer dans la crypto-monnaie, il est donc important pour toi, à travers cette formation d'initiation à la crypto-monnaie, déjà d'avoir une vue assez claire sur les origines même de la crypto-monnaie. Pourquoi est-ce qu'on parle de crypto-monnaie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce sujet de plus en plus attire ou suscite les attentions à travers le monde des organismes, des gouvernements et bien d'autres? Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie se dit de plus en plus dans les réseaux sociaux que c'est l'avenir de la finance? Comment avons-nous fait d'ailleurs pour en arriver là? Ce sont des questions qu'on va répondre sur cette première vidéo de formation. Mais avant d'entrer en profondeur, il est important tout de même que nous puissions faire un arrêt sur l'évolution des transactions pour comprendre à quelle époque on se situe. Alors, les transactions dans le monde ont commencé par le troc, l'échange d'un bien à l'autre, et les hommes vivaient comme ça, tout se passait bien. Seulement, avec l'évolution des choses, il faut dire que plus nous passons d'une époque à une autre, les mentalités évoluent, des stratégies peuvent être mises en place, mais surtout aussi des comportements, des comportements destructeurs peuvent également voir le jour. Alors, le troc, avec cette particularité que le côté néfaste, en fait, c'était des abus. Des abus qui pouvaient se multiplier dans la société, où les gens se voyaient totalement dépourvus de leurs biens parce qu'ils avaient besoin de façon désespérée d'un autre bien. Et donc, il avait fallu donc à un moment donné que ceux-là qui gouvernaient à cette époque puissent trouver un moyen d'échange plutôt équitable qui devait arranger tout le monde. Et c'est comme ça que l'or, qui avait été découvert d'ailleurs, qui était utilisé d'ailleurs, a été choisi comme étant l'unité de mesure et la monnaie d'échange. Alors l'or était donc désormais l'instrument à utiliser pour pouvoir acquérir un bien ou un service. Mais aussi, plus les époques évoluent, il faut dire que l'or a été également très vite révolu parce que le monde devenant de plus en plus globalisé, il était plus facile pour les hommes de découvrir des nouvelles zones d'habitation
des nouveaux coins dans le cadre de la conquête du monde. Et c'est aussi comme ça que quand on découvre un nouveau territoire, il y a forcément des biens là-bas qui peuvent nous intéresser. Alors, se déplacer avec une certaine quantité d'or d'une contrée à une autre demandait forcément de la manutention, demandait forcément assez de ressources, et surtout que nous connaissons que jusqu'à une certaine époque, les véhicules n'étaient pas encore vraiment disponibles. Alors, il a donc fallu que les hommes trouvent un moyen plutôt plus simplifié pour pouvoir se déplacer avec leurs unités de mesure, pour pouvoir faire des échanges sans pour autant être assez surchargé. Et c'est ainsi que la monnaie que nous connaissons tous est entrée dans le jeu. Les billets et les pièces de monnaie, surtout les billets. Et il faut dire que au commencement de l'utilisation des billets, tout cela était fait de façon anarchique parce que monsieur tout le monde pouvait imprimer de l'argent. Monsieur tout le monde pouvait se permettre de créer de la monnaie, de s'offrir la quantité de monnaie qu'il souhaite. Alors, et nous savons que dans une économie comme celle-là, le désordre s'installe aussitôt. Il y a de la dévaluation, la vie devient de plus en plus chère, des comportements d'arrogance et bien d'autres voient le jour. Il avait fallu donc que les gouvernements s'asseyent et trouvent une solution pour mettre sur pied un organisme ou alors un mécanisme de gestion de l'argent. Alors, c'est ainsi que 44 États se sont mis ensemble et ont décidé de créer un système dit finance traditionnelle qui s'occupera désormais de la gestion de l'argent sur le plan national et même sur le plan international. C'est ainsi que le Fonds monétaire international a vu le jour, la Banque mondiale a vu le jour, ceci pour des questions internationales, pour la gestion de la finance sur le plan international. Ensuite, les banques centrales et les banques commerciales ont vu le jour. Ceci pour desservir les zones et les différents pays. À côté de ces banques, sont nés aussi des établissements de microfinance et aujourd'hui d'ailleurs, une autre forme d'organisation se greffe à cela. Ce sont des entreprises faisant dans le mobile money. Ceci dans l'esprit ou dans l'optique de permettre une inclusion financière et totale des populations à travers le monde. Alors, le monde devenant encore de plus en plus globalisé, les gens peuvent se déplacer aujourd'hui rapidement à travers des moyens de déplacement hyper sophistiqués, rapides, tels que les avions, pour aller d'un pays à un autre, un continent à un autre. Il a donc fallu que le système en place puisse trouver un moyen facile pour les utilisateurs ou les usagers de l'argent de pouvoir se déplacer avec leur argent d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. C'est ainsi que les cartes bancaires ont vu le jour également et qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Alors seulement depuis 2008, la crypto-monnaie entre en jeu. La crypto-monnaie fait son éruption et vient créer ce que l'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. Durant toute cette formation, nous parlerons de cette finance décentralisée, mais avant de parler de la crypto-monnaie proprement dite, on va d'abord s'arrêter un moment pour parler de la monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie née de la monnaie, c'est une monnaie cryptée, une monnaie codée. Et donc, on parle d'abord de la monnaie pour comprendre le mécanisme de fonctionnement de la monnaie, parce que c'est des failles de la monnaie ou du système financier classique qu'est née la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie? Une monnaie, déjà, c'est un outil d'échange de valeur. Une monnaie, c'est un moyen d'échange. Et il faut dire que tout objet peut être utilisé comme moyen, comme monnaie. Rappelez-vous qu'au début, c'était le troc. Et donc, le troc était utilisé comme monnaie, tout simplement parce que les gens avaient accepté. Donc, lorsque les gens acceptent, lorsque les gens sont d'accord qu'un objet est une monnaie, alors ça passe. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on dit que sa valeur est une croyance partagée.
La monnaie est émise par les banques centrales et les banques commerciales. Et il faut dire que l'émission monétaire est illimitée. Quand on parle d'émission monétaire ici, il s'agit simplement de la masse monétaire ou alors du nombre d'argent qui est créé. Donc, chaque jour, quand les banques veulent, quand la banque centrale, par exemple, estime qu'il est temps de créer une nouvelle monnaie, alors ça se fait tout simplement. Ça se fait sans discussion. Ça se fait sans l'avis des populations. Parce que ce sont eux qui s'occupent de la gestion de la politique monétaire. Alors, qui donnent la valeur à l'argent, ou qu'est-ce qui donne la valeur à l'argent? Si aujourd'hui on dit par exemple que ce stylo est la monnaie, c'est qui fera de ce stylo la monnaie ou qui donnera la valeur à un stylo comme étant une monnaie, comme étant de l'argent? C'est d'abord le système monétaire et les banques centrales. Parce que ce sont eux, en fait, qui décident des questions, des politiques et des stratégies reposant sur la gestion des finances. Il faut également dire que la valeur de l'argent repose sur la confiance que le gouvernement met sur la monnaie, en fait. D'accord? Et justement, c'est aussi le fait que les gens croient en cela, que c'est une monnaie, que cela donne de la valeur. Donc, il faut retenir que la monnaie est un instrument d'échange de valeur. La monnaie est un moyen d'échange. La monnaie permet véritablement aux hommes, aux êtres humains de pouvoir acquérir, de pouvoir faire leurs transactions en toute aisance. Mais alors, la monnaie centralisée ou la monnaie traditionnelle dont les banques et les organismes internationaux gèrent, cela a eu à rencontrer des difficultés. Cela a eu à rencontrer des obstacles. Et c'est d'ailleurs de ces obstacles que la crypto-monnaie a vu le jour. Le premier élément qui a favorisé le développement ou le lancement vers la crypto-monnaie, c'est ce qu'on a appelé la bulle technologique. Alors, dans les années 2000 à mon temps, la technologie a gagné le dehors avec la création d'Internet. Et à travers Internet, des nouvelles choses ont été développées. À travers cette technologie, des nouvelles choses ont été testées. Cela a entraîné également des échecs. Parce que c'est lorsque la technologie a gagné le dehors de plus en plus que des bourses ont également connu un très grand succès et par la suite un très grand échec à cause des manipulations du marché, à cause d'un certain nombre de comportements. On a dit l'être humain est à ce côté animal. Alors, Internet vient avec un nouveau souffle pour le monde. Déjà, Internet favorise la création de la valeur. Internet favorise les échanges, de la communication. Mais Internet aussi a été responsable de la création d'une technologie qui a servi à l'implémentation de la crypto-monnaie. Nous allons voir cette technologie un peu plus loin. Alors, en 2008, le deuxième facteur ayant favorisé fortement la création de la crypto-monnaie, c'est la crise des subprimes, ou alors ce que l'on appelle la crise immobilière qui a été déclenchée aux États-Unis et qui a d'ailleurs été généralisée dans le domaine de la finance. Alors, la crise immobilière, pourquoi? Parce qu'il faut dire que dans les années 2000 à 2008,
Le gouvernement américain avait un souci, celui d'offrir à ses populations un abri digne, comme tout gouvernement d'ailleurs, qui se soucie de la santé, de l'habitation de ses populations. Alors, dans cette décision d'améliorer les conditions d'habitation de ces populations, le gouvernement américain avait sollicité des banques américaines un soutien pour l'octroi des crédits faciles aux ménages, aux entrepreneurs, bref, à tous ceux-là qui devaient se lancer dans l'immobilier. Alors, le non-remboursement dans les délais de l'argent dont les banques avaient mis à la disposition des bénéficiaires a engendré une crise des subprimes, une crise immobilière pour la simple raison que les banques se sont retrouvées en train de saisir tous les biens immobiliers que ceux qui avaient emprunté de l'argent avaient eu à construire. Alors, on se retrouve donc dans une économie où il y a plus de maisons à vendre que d'acheteurs. Bienvenue dans la crise immobilière, et c'est ainsi que les banques ont également plongé pour manque de liquidité. Elles avaient assez de maisons à vendre, mais il n'y avait pas d'acheteurs. Les banques, donc, étant ceux-là qui gardent l'argent des épargnants, s'étaient retrouvées en difficulté. Le non-respect des clauses contractuelles des banques envers les épargnants a créé une crise sociale. Parce que les gens ont rêvé aux États-Unis. Vous imaginez que vous allez dans votre banque pour retirer votre argent. Vous savez que vous avez 10 millions en banque et vous arrivez, la banque vous dit que monsieur, nous ne pouvons que vous donner 500 000 francs. C'est de la crise totale. Alors, puisque les États-Unis sont impliqués dans la gestion financière sur le plan international, à cause de son caractère de soutien aux pays en voie de développement et même d'autres pays développés, la crise financière a donc été généralisée en 2008 partout dans le monde, même en Afrique, même en Europe, même en Asie, même aux États-Unis. La crise a été consommée. La crise financière a donc touché le monde entier. Partant de cette crise immobilière ou la crise des subprimes. Alors, quelles sont les résolutions qui ont été donc prises face à la crise des subprimes? Parce qu'il faut dire que la crise des subprimes est est vraiment le top des tops qui a créé une révolution, cette révolution qui est la crypto-monnaie, parce que les gens criaient de partout dans le monde. Il fallait résoudre un problème. Quel était ce problème? La question centrale, ou alors le problème à résoudre, était comment gérer son argent désormais sans plus passer par les banques. Ça, c'était la question qui se posait parce que les gens en avaient marre de savoir qu'ils ont de l'argent dans les banques, mais ils sont dans l'incapacité de pouvoir accéder à leurs fonds. Alors, c'est donc ainsi que l'histoire de la crypto-monnaie commence. Alors, rappelons-nous que la crypto-monnaie, je l'ai dit, le premier élément propulseur de la crypto-monnaie, c'était la bulle technologie. La technologie a permis à la crypto-monnaie d'être implémentée, mais il faut dire que c'est la crise des subprimes qui a permis que la décision de changer les choses puisse être prise par un certain Satoshi Nakamoto. Alors on le dit, la digitalisation n'a pas seulement entraîné une refonte des services et des pratiques humaines. En effet, après la crise financière qu'a connue le système financier mondial en 2008, découlant de la crise immobilière aux États-Unis, nous avons assisté à une révolution financière entraînant la création d'une nouvelle monnaie dite décentralisée. Alors, qui est à l'origine de la création de la monnaie décentralisée, qui n'est rien d'autre que la crypto-monnaie? On nous dit en 2008, Satoshi Nakamoto, le père fondateur de la crypto-monnaie,
publie ses intentions dans un journal en anglais. Il dit ceci, je cite: une version de l'argent électronique purement conçue pour être peer-to-peer permettrait de réaliser des paiements en ligne en les envoyant directement d'un père à un autre sans passer par une institution financière. Alors, Satoshi Nakamoto, le père fondateur de la crypto-monnaie, annonce le type de monnaie qui sera créée. Et donc, c'est ainsi que le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, voit le jour, reposant sur la première technologie qui est la blockchain. Alors, c'est ainsi l'histoire de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, le marché de la crypto-monnaie compte plus de 25 500 crypto-monnaies suivant le coin des crypto-monnaies ou la bourse des crypto-monnaies qui n'est rien d'autre que CoinMarketCap. Alors, voilà l'histoire de la crypto-monnaie. Dans cette histoire de la crypto-monnaie, nous retenons que la crypto-monnaie est une monnaie électronique. C'est une monnaie conçue pour les transactions peer-to-peer, c'est-à-dire d'une personne à une autre, sans intermédiaire. Parce que quand on dit sans passer par une institution, ça veut dire sans intermédiaire. Mais cela a été rendu possible grâce à la technologie. Parce que la technologie blockchain, que nous allons voir un peu plus loin, découle vraiment d'Internet. Et c'est ça qui a rendu possible la création de la crypto-monnaie. Mais alors, on se poserait la question de savoir, mais comment Satoshi Nakamoto l'a fait? Déjà, Satoshi Nakamoto, il faut dire que c'est un pseudo. Et donc, l'identité réelle de la personne, nous ne connaissons pas du tout. Mais ce que nous savons, c'est que c'est d'origine japonaise, mais c'est surtout à la base un informaticien qui savait très bien que dans le domaine informatique, il est possible de créer des données de façon codée. Et ça se passait d'ailleurs, et j'aime bien toujours le dire lorsque je fais même des formations physiques, j'aime bien toujours le rappeler, ceux-là qui ont l'habitude de voir des films américains, surtout des films de guerre, lorsque deux agents de deux unités différentes se rencontrent pour la première fois, la seule façon pour eux de se reconnaître, c'est de donner un code. L'autre dira, tu es de quelle unité, il donne un code, et celui-là qui est en face de lui connaît exactement dans quelle unité son confrère vient. OK? Et donc, c'est un moyen de coder des informations, la cryptographie. La cryptographie qui est la source d'inspiration de Satoshi Nakamoto permet de coder les informations, de les sécuriser, mais surtout, seuls les initiés peuvent comprendre. C'est ça. Alors, Satoshi Nakamoto s'était donc posé la question de savoir, bon, ok, en tant qu'informaticien, comment est-ce que on peut utiliser la cryptographie dans le domaine de l'argent pour permettre que désormais, nous puissions être indépendants. Alors, c'est ainsi que, grâce à la bulle technologie, justement, Satoshi a su utiliser Internet pour créer ce réseau de distribution transparent, reposant sur des informations interconnectées qui est la blockchain. Et c'est ainsi que la crypto-monnaie a vu le jour. Alors, quelques définitions. La crypto-monnaie est encore appelée crypto-actif, crypto-devise, monnaie cryptographique ou alors cyber-monnaie. Ce n'est rien d'autre qu'une monnaie virtuelle émise pair à pair, sans intervention d'une banque centrale. OK? Utilisée au moyen d'un réseau informatique décentralisé qui n'est rien d'autre que la blockchain. On distingue deux types de crypto-monnaies, les coins et les tokens. Un coin, c'est une crypto-monnaie indépendante qui a sa propre technologie, qui a sa propre blockchain. Par contre, un token, encore appelé jeton, c'est une crypto-monnaie dépendante pour la simple raison qu'elle est créée et greffée sur la technologie d'une autre crypto-monnaie. Alors, la blockchain, quant à elle, c'est quoi? La blockchain ou alors chaîne de blocs désigne à la base la structure des données utilisées par le Bitcoin
pour lister l'ensemble des transactions réalisées par ses utilisateurs depuis son commencement. Les transactions sont regroupées dans des blocs chaînés entre eux et des blocs sont rajoutés à la chaîne au cours du temps. Alors, ce que l'on doit retenir de la technologie blockchain, c'est un registre distribué. Quand on parle de registre, c'est un document, mais digital. D'accord? C'est un espace digitalisé dans lequel toutes les transactions sont émises. Toutes les transactions sont enregistrées depuis la création. Alors, vous imaginez qu'en face de nous, nous avons un document super intelligent. On vous dit que les informations, les transactions d'une crypto-monnaie depuis son commencement. Donc, vous imaginez qu'à l'heure où nous sommes, nous pouvons avoir les informations sur la première transaction du Bitcoin qui avait eu lieu en 2009. C'est un document puissant. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc retenir de la technologie blockchain? Il faut dire que la technologie blockchain déjà est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qui est ni falsifiable ni modifiable. Si vous voulez modifier une information sur la blockchain, vous devez être sûr d'avoir accès à tous les réseaux informatiques du monde, tous les téléphones et les appareils du monde pour pouvoir saisir ces téléphones ou, je sais pas, griller tous les systèmes ou alors annuler complètement Internet. C'est infalsifiable et modifiable. Lorsque vous avez mis une information à l'intérieur, lorsque une transaction est émise, lorsque une information est donnée, déjà signalée dans la blockchain, impossible de la modifier. Et donc, ça a une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs depuis la création. C'est surtout un réseau qui permet les transactions de personne en personne. Et une fois qu'une information est enregistrée, aucune possibilité de supprimer, de modifier ou d'annuler. C'est ça la beauté de la technologie blockchain. Et il faut dire que la blockchain peut être utilisée dans presque tous les domaines de la vie. Parce qu'on peut utiliser la blockchain non seulement dans le domaine financier, tel que c'est le cas avec la crypto-monnaie, mais on peut également utiliser la technologie blockchain pour améliorer les autres services tels que la médecine, le domaine de la médecine, le domaine de la justice avec le classement des dossiers, pour éviter par exemple que durant les audiences que l'on dise que voilà les dossiers se sont perdus ou alors on ne retrouve plus telle pièce qui avait été insérée dans tel dossier. Et donc le problème d'archivage, on ne va plus avoir ce type de problème. On peut également réguler le secteur foncier, ce qui va réduire les cas de double, de triple vente, des faux titres fonciers et bien d'autres, les guerres familiales dans la gestion des terres et tout ça. Même dans le secteur des impôts, on peut également utiliser la technologie blockchain pour conserver également la documentation. Voilà. Dans le domaine de l'éducation aussi, on peut utiliser ça pour conserver par exemple des cours en ligne de façon sécurisée, infalsifiable, pour pouvoir également dans le domaine de l'éducation concevoir et garder les diplômes, parce qu'on a aussi un fléau dans nos sociétés, ce sont les faux diplômes qui pullulent de partout. Voilà, et même dans l'agriculture et dans presque tous les domaines de la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir à la fin sur la crypto-monnaie? Une petite comparaison entre la crypto-monnaie et le fiat, pour dire en quelques mots encore la finance décentralisée qui repose sur la crypto-monnaie et la finance centralisée qui repose sur le fiat. Alors, la crypto-monnaie est immatérielle pendant que elle repose sur une économie décentralisée parce que pas de banque ayant le contrôle
des transactions de la crypto-monnaie. Mais c'est surtout un système qui repose sur des échanges de personne en personne. Par contre, la finance traditionnelle, qui ici repose sur le fiat, est déjà centralisée parce qu'elle est organisée par des organismes, par un système traditionnel qui est mis en place, géré par des grandes institutions, les institutions régionales, les institutions sur le plan national et bien d'autres. Mais c'est surtout un système qui est contrôlé par les gouvernements. C'est un système inflationniste pour la simple raison que la création, l'offre est illimitée. L'offre illimitée parce qu'on peut créer autant d'argent dans un système économique sans limite. La preuve, c'est que si on te pose, toi aujourd'hui, toi qui regardes, c'est toi qui suis cette formation aujourd'hui, si on te pose la question de savoir quelle est la masse monétaire en circulation dans ton pays, tu seras, même déjà dans ta ville, tu seras incapable de répondre à cette question. Par contre, dans la crypto-monnaie, on connaît, on a des informations sur la crypto-monnaie. Alors, sur ce, je te donne rendez-vous pour le prochain module de formation. Félicitations à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de ce premier module. On se retrouve de l'autre côté pour le deuxième module de cette formation. À très bientôt, champion.